Bonjour à tous, très bon dimanche sur Sud Radio. Après ces terribles épisodes orageux qui malmènent le pays, non, je fais pas la météo, hein, c'est pas mon boulot, mais enfin depuis 2 semaines c'est l'enfer. Comme si après 1 an et demi de crise sanitaire, le climat avait décidé de se rappeler à notre bon souvenir, enfin bon souvenir, plutôt mauvais souvenir. On dirait que la goutte froide, ouais, c'est comme ça qu'on l'appelle en météo, la goutte froide a tendance à se réchauffer un peu et la spirale de nuages à se résorber. Bah tant mieux. Bon, c'est pas encore génial, hein, comme le disait il y a un instant Rémi André, notre monsieur météo, avant les infos. Mais exactement comme on a espéré et attendu la réouverture de nos terrasses et de nos restos, on espère et on attend le vrai, le grand, le bel été de nos vacances et le vrai, le grand, le beau soleil accompagné de chaleur. Bon, pas la canicule, hein, juste la bonne chaleur, entre 25 et 30 degrés. Et j'en connais qui l'attendent encore plus que nous, cette chaleur atmosphérique. Une belle corporation d'artisans. Il y a aussi des industriels, mais qui ne font pas le même métier, hein, on en parlera. Des artisans, dis-je, qui vivent d'amour et d'eau fraîche, enfin, ou de crème fraîche, enfin, alors très fraîche, hein, autour de moins 20 degrés. Vous l'avez compris, je parle des glaciers. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Alors avant de faire une petite tournée par téléphone ou Zoom de quelques excellents glaciers et pour leur demander ce qu'ils nous préparent pour l'été, je reçois 2 spécialistes de l'art de la glace pour parler de ce produit qu'on aime, hein, la glace, et essayer de comprendre pourquoi on mange des glaces et qui en mange et comment on les mange. Bonjour Emmanuel Rion. Bonjour Vincent. Alors Emmanuel Rion qui est avec nous, une glace à Paris, alors meilleur ouvrier de France glacier, hein, il faut le signaler. Il y a une belle corporation de MOF d'ailleurs, hein, chez les glaciers. Oui, on est une bonne communauté de MOF glaciers avec des personnalités, des gens qui avancent, donc c'est bien. Bon, et alors avec nous également en visio, comme on dit, c'est Bruno Haïm qui est le président, c'est le président, hein, Bruno, de la Confédération. Hein, c'est notre président. De la Confédération annuelle de la glace française, avec des accents dans la voix. Bonjour Bruno. Bonjour Vincent, bonjour aux auditeurs, bonjour Manu. Alors, vous êtes en place à la présidence depuis 2019, c'est ça ? Absolument. Ah, vous n'avez connu que le Covid, quoi, comme glacier. J'ai connu effectivement une bonne partie du Covid. Ah oui, bon. Et je vais connaître l'après-Covid. Ah oui, c'est ça, hein, c'est surtout préparer l'après-Covid. Alors, dans la grande liste des grands glaciers français qui vous ont précédé, moi je veux citer grosso modo 10 ans de Gabriel Paillasson, meilleur ouvrier de France, et pâtissier et glacier, et surtout le créateur de la Coupe du Monde de pâtisserie à Lyon, que j'aurai encore l'honneur d'animer en septembre prochain au CIRA, et je salue Gabriel Paillasson. Voilà, ça c'est fait, on revient au glacier. Alors, je vais poser la question au président, hein, d'abord, sur les glaciers. Est-ce que c'est une discipline à part entière, être glacier, Bruno Haïm, ou est-ce que ça n'est qu'une composante de la pâtisserie ? Non, c'est que à la base, on vient tous du sucre, on vient tous du sucré. Ouais. Après, on a eu chacun sa voie, le chocolatier, le glacier. Et effectivement, la glace est un produit qui a en ce moment le vent pourpre. Donc, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de nouveaux glaciers qui émergent. Et comment ça se fait que la glace a le vent en poupe ? D'abord, il faut le savoir, on est dans la moyenne, hein, les Français en Europe, hein, ceux qui consomment le plus. Alors on pourrait dire, tiens, c'est un produit du Sud, l'Italie, l'Espagne, là où il fait chaud. Pas du tout. Ce sont les Finlandais, ce sont les Lituaniens, ce sont les Suédois qui sont les plus gros consommateurs de glace, les pays froids, quoi. Oui, alors il y a aussi dans certains pays, on est habitué à manger de la crème glacée. Et non du sorbet, on était quasiment les seuls en France à fabriquer du sorbet. Oui. Et de fait, les gens mangent de la glace comme un produit laitier au même titre que le fromage ou le yaourt. C'est pour ça. eux, il n'y a aucune différence. Oui, Emmanuel Rion, vous aviez un commentaire là-dessus ? Bon, je pense que nous, en France, on est encore resté sur... on mange la glace quand il fait chaud, quand il fait beau. C'est ça. Et ça tend à changer, mais c'est vrai qu'on est un petit peu plus long à faire le changement, mais nous on voit au niveau de la clientèle que la glace se consomme quand même maintenant de plus en plus toute l'année pour les fêtes de fin d'année, les entremets glacés, c'est des consommations qui sont différentes. L'été ça sera du cornet et du pot, et après on va passer plus sur les entremets glacés, sur les desserts glacés en fait. Mais les sociologues qui étudient ce phénomène, Bruno Haïm, ils disent que globalement les anglo-saxons, eux ils mangent de la glace en pot, en bac, enfin en boîte pour la maison, alors que nous on est quand même resté sur une consommation un peu comme les sucettes, une consommation de boules dans des cornets ou dans des petits pots à l'extérieur.
On est surtout consommation plein air et puis récompense pour les enfants quand ils ont été sages. Oui. Malheureusement, ce qui est un peu gênant pour nous les Français, on essaye justement de divertir nos produits de manière à ce que les gens puissent en manger toute l'année. Emmanuel est présent, il commence à faire il fait de la pâtisserie, le millefeuille glacé, la galette glacée. On voit des éclairs glacés maintenant à plusieurs parfums qui contiennent de la glace. Et oui, en plus, les glaciers deviennent de vrais créateurs, hein, de vrais, on va dire, compositeurs de glace pour trouver toutes les composantes. Bah, la glace, c'est infini. Hein. Je pense que j'ai plus de 400 ou 500 parfums différents. Pas en boutique, heureusement, mais de fait ou de déjà essayer, oui, c'est infini. D'ailleurs, quand on maîtrise la technologie, quand on maîtrise les produits, on peut faire de la glace à tout, hein, jusqu'à la réduction de langoustine. Oui, c'est vrai, oui. La glace salée. Hein. Ouais. On aura tout à l'heure Philippe Faure. Philippe qui est particulièrement, qui a pas mal travaillé sur cette voie. Voilà. Sur la glace salée. Moi, je travaille toujours plutôt sucré-salé quand même. Oui, vous préférez rester quand même avec une douceur dans la gourmandise. Emmanuel Rion, voilà. Mais Bruno Haïm, lorsqu'on regarde un peu la composition du bureau de la Confédération, on se rend compte d'abord qu'il y a une belle vivacité, il y a beaucoup de monde, et surtout ça ressemble à une carte de France. Moi, je voudrais situer un petit peu les glaciers en France. Il y en a partout. Hein, d'abord, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et puis, je vais en saluer quelques-uns. Par exemple, je pense à José Salge, à Saint-Florent, en Corse, un super glacier. Luc Deboeuf, qui est à l'école du Casse, hein, qui est meilleur ouvrier de France aussi. Thierry Egon, au glacier de mon père, à Vallon-Pont d'Arc, en Ardèche. Baptiste Delplanque, promis juré à Lille. Philippe Gaudin, la glace des Alpes, en Haute-Savoie. Sébastien Lang, en Alsace, le glacier de Lille. Et puis, tout à l'heure, j'étais étonné de le trouver dans cette joyeuse bande. Il y a Paolo Benassi qu'on aura en ligne, le créateur d'Amorino. Bon, je dirais toutes les composantes de la glace artisanale chez vous, alors, dans votre confédération. Ah oui, tout à fait. En plus, on est tous complémentaires. On ne fait jamais la même chose. Vous ne trouverez jamais deux glaciers qui font. Alors évidemment, on a tous de la vanille, du café, du chocolat, mais Emmanuel a ses spécialités. Delplanque, dans le nord de la France, a ses spécialités. José Salge, en Corse, il fait bien évidemment tout ce qu'on peut trouver en Corse, qui parle du brooch, au cédrat. Voilà, aux herbes du maquis, etc. Oui. Ouais. La népita. C'est la népita, ça c'est excellent. Bon, Emmanuel, peut-être un petit point d'abord sur l'histoire de la glace. La glace, elle date pas de l'invention du congélateur. Hein. On en fait depuis grand siècle et même avant. Oui, ça remonte à très très loin. C'était a priori les Chinois qui ont fait la première glace en faisant couler de l'eau sur des glaçons avec de l'eau avec du miel. Donc, c'était même du lait de chèvre, je crois, avec du miel. Mais ça remonte à très loin. Et après, il y avait Procopio, j'ai plus les dates exactes, mais c'était tu vas peut-être me le dire, au 16e, je crois. Ouais, 16 ou 17, ouais. 16 ou 17, qui avait ouvert le Procopio à Paris. Et là, il y avait déjà... Café Procope. Il y avait déjà 80, à l'époque, je crois que c'était 80 parfums de glace différents, avec des herbes, déjà, des plantes. Des plantes aromatiques, des fleurs. Donc, pour moi, on n'invente rien. La glace a été créée avant qu'on soit né, comme beaucoup de choses en pâtisserie. Simplement, on est là pour essayer d'amener des nouveaux parfums, des nouvelles associations, essayer de travailler maintenant avec des nouvelles techniques sur les sucres, avec des sucres un peu moins, qui ont moins de pouvoir sucrant, qui ont moins de... on essaie de jouer avec ce qu'on a à notre période. Et puis dans 10 ans ou dans 20 ans, ça sera encore différent. Donc c'est ce qui est intéressant. Bien, alors, ce qui est extrêmement étonnant, c'est de se rendre compte que la glace, elle fait partie de nos vies. D'abord, c'est un produit qui fait référence à l'enfance. Hein, c'est souvent tous les gamins mangent des glaces. Je pense que 99,99% des gens mangent des glaces. Enfin, des enfants mangent des glaces. Oui. Et on peut dire, Bruno Haïm, que c'est un produit extrêmement œcuménique. Tout le monde aime les glaces. Je veux dire, après, chacun son parfum. Mais est-ce qu'on a vraiment beaucoup de gens qui ont une aversion contre les glaces et les sorbets? Non, en réalité, non. Quand on demande aux Français quel est votre dessert préféré, eh bien, le dessert préféré, étonnamment, c'est la glace. On aime la glace, on aime la glace. Par contre, malheureusement, quand on demande aux gens qu'est-ce que vous aimez manger l'après-midi à 16h, eh bien, les gens se dirigent vers une éclair café, une éclair chocolat. Eh ben voilà, hein, comme ça. Voilà, la glace, tout le monde l'aime. On va en parler tout au cours de cette émission. Allez, on se quitte une minute et on revient avec un bon vanille chocolat classique. Et puis après, on va rayonner.
10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, retour au beau pays des glaces en préparation de l'été et je lorgne comme pas possible vers cette boîte isotherme qu'a apporté Emmanuel Rion, meilleur ouvrier de France glacier. Une glace à Paris. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, Emmanuel? Alors, il y a une petite nouveauté qui est le Frenchy glacé qu'on vient juste de sortir. Au fait, t'es le premier à qui on en parle. Ah ouais, Ouais. Voilà. C'est vrai, c'est un scoop. C'est un scoop. Le Frenchy glacé, on va en parler dans un instant. Avec nous également en ligne, eh bien, nous avons Bruno Haïm, le président de la CNGF, la Confédération nationale des glaciers de France. Voilà, comme ça on sait où on est parce que je vais lui poser une question d'ailleurs qui a trait à cela. Et puis on retrouve également en ligne et par visio Philippe Faure, glacier à Caumont, juste à côté de Saint-Giron en Ariège. Bonjour Philippe Faure. Bonjour à tous. Bonjour Vincent. Ce bel accent pyrénéen, qu'est-ce qu'on l'aime. On parlait à l'instant de l'historique de la glace avec Emmanuel Rion. Alors, il me parlait effectivement des parfums du Procope. Il me parlait aussi des Chinois qui auraient inventé les premières glaces. Vous êtes sur le point d'ouvrir une cité de la glace, une sorte de musée de la glace, Philippe Faure, justement. Ah ben écoutez, oui, c'est mon dernier projet personnel et professionnel qui est en passe d'aboutir, que je pense aboutir d'ici 2 petites années, effectivement, qui sera un centre culturel qui est dédié à la glace. Ça fait plus de 20 ans maintenant que je collectionne beaucoup d'objets, de matériel, de documentation sur mon métier. Donc, j'espère en faire profiter le plus grand nombre. Ah bah oui, mais aussi participer mes confrères. D'ailleurs, vous avez une belle collègue qui paraît de glacières de toutes époques, tous les matériels qui ont servi depuis la création de la glace. C'est vrai, j'ai beaucoup de choses que je collectais depuis 30 ans, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Bon, c'est vrai qu'il y a 3 tendances, la glace, on va dire, c'est l'Italie, la France et les États-Unis. Donc, il suffit de regrouper un peu ces 3 pays. Et puis, ça y est, on a fait le tour, quoi, grosso modo. Philippe Faure, il paraît même que vous auriez des plans secrets du château de Versailles à l'époque de Louis XIV qui montrent les emplacements des glacières. Vous pouvez nous dire ce que c'est? C'est vrai, oui, j'ai les plans du château de Versailles à l'époque où il a été construit, donc sous Louis XIV, bien sûr, où à l'époque, il y avait donc 13 glacières. Donc aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une. Il y en avait 13 à l'époque, mais j'ai aussi des plans de beaucoup de villes où il y avait des glacières dans de nombreuses villes françaises. Est-ce qu'on peut dire, pour faire simple, que la glacière, c'est un endroit où on entreposait la glace en hiver, quand on descendait en dessous de zéro, et qu'on maintenait le plus longtemps possible, en fait, tout l'été, dans de la paille, etc. En bloc? C'est exactement ça. Et puis, il y a une histoire pyrénéenne, puisque moi, il y avait des métiers de porteurs de glace qui allaient collecter la glace hydrique, les glaçons dans les glaciers, qui l'enfouissaient et qui ensuite livraient, nous, jusqu'à Toulouse, qui livraient les hôtels, les restaurants pour... À la base, c'était pour conserver les mets, quoi. C'était l'ancêtre du réfrigérateur. Bien sûr. Il faut savoir qu'en 1955, il n'y avait qu'une famille sur 10 en France qui était équipée d'un réfrigérateur. Donc et ça n'empêchait pas de manger des glaces depuis l'époque reculée dont on parlait il y a un instant. Alors, Bruno Haïm, président Haïm, lorsque Philippe Faure dit la glace, c'est la France, l'Italie, les États-Unis, enfin, c'est un peu schématique, mais on n'est pas loin. Dans l'imagerie populaire, la glace, elle est italienne. Est-ce qu'il y a une vraie prédominance italienne ou est-ce qu'on peut dire que la France, c'est le pays de la glace? Alors en fait, les Italiens ont beaucoup travaillé, bien évidemment, sur la glace, mais le fait que l'on parle beaucoup de la glace en Italie, c'est qu'ils sont à peu près 33 000 glaciers en Italie. 33 000 glaciers, pour vous donner une idée, c'est ce que compte la France comme boulanger. Ah oui, c'est fou, quoi. Pour vous situer. Nous, en tant qu'artisans en France, alors... On est mélangé, mais on est entre 5 et 800 artisans. Et dedans, on compte également des restaurateurs qui fabriquent de la glace. Vous voyez, donc nous, on est vraiment un métier un peu confidentiel. Oui, alors que eux, quand on compare au nombre de boulangeries en France, ça veut dire que dans chaque village, pratiquement, dans chaque bourg, il y a un glacier, quoi. On mange, voilà. Et encore une fois, la glace en Italie, c'est un produit laitier. Il n'y a pas de différence avec un camembert ou un yaourt. C'est-à-dire exactement comme on mangerait une crème ou un yaourt ou un produit ou même du fromage blanc, là-bas, sauf qu'il est turbiné, quoi, il est givré et sucré. Absolument.
Absolument, mais vous avez des pays comme l'Allemagne ou l'Autriche, il est pas rare de trouver une vitrine à glace pour le petit déjeuner. Ah oui, Oui. dans des lieux de réception, dans les hôtels, par exemple. Oui, peut-être, tout à fait. Voilà, et ça, c'est encore une évolution qui reste à venir pour nous. D'ailleurs, les plus gros consommateurs, je vous le livre au passage, sont les Néo-Zélandais, hein, qui mangent grosso modo 6 fois plus. Je crois que c'est presque 25 kilos de glace par an. C'est beaucoup, hein, ça fait 2 kilos par mois. Bah après, ça dépend si vous me comparez, par exemple. Ah ouais. Moi, Emmanuel Rion va nous révéler la quantité de glace qu'il avale par an. 1 litre, 1,5 litre par jour, peut-être. Mais non, Si. Emmanuel. Si. Est-ce que c'est normal, ça, Bruno Haïm, pour un glacier? Philippe Faure, je me tourne vers vous. Est-ce que 1 kilo de glace par jour, c'est normal? Et c'est un minimum, on goûte, on est obligé de goûter. Quand on turbine, c'est la folie. Hein, quand la glace sort de la turbine. Fois, bien évidemment. Philippe Faure, vous êtes d'accord? Vous aussi, vous mettez bien la cuillère dedans? J'avoue que c'est pas mal, j'en consomme pas mal, mais je ne suis pas à ce niveau-là. Moi, je dois être à un demi-litre par jour. Ah bah voilà, mais c'est parce que Emmanuel Rion, il n'est pas nourri. Non, mais j'en mange le soir en plus, à la maison. Philippe Faure, je vous ai demandé de nous passer un coup de fil parce que vous avez toujours été, et Emmanuel Rion me le disait tout à l'heure, un très bon technicien. Vous avez toujours cherché des solutions. D'abord, vous êtes d'une famille de glaciers, hein, grosso modo, donc vous avez ça vissé au corps de faire évoluer le produit. Hein. Vous travaillez toujours sur des évolutions, vous. Oui, c'est vrai que moi, ce que je souhaite avec, bien sûr, ma philosophie, si vous voulez, moi, ce que je dis, c'est que la vérité, c'est le client qui la possède. Mais moi, avec ma philosophie, j'essaie de fabriquer le meilleur produit possible avec une recherche déjà sur les matières premières, avec une élimination de tout ce qui ne sert à rien, puisqu'on a quasiment tout dans la nature. Hein, ça, c'est Léonard de Vinci le disait. Et c'est vrai qu'on a tous les ingrédients que l'on vient rajouter souvent à une glace ne sont pas utiles. Il suffit de faire travailler les produits laitiers, il suffit de faire travailler les fruits, il suffit de changer un peu de technologie et on arrive à des résultats très satisfaisants, quoi. Donc moi, ma satisfaction, c'est de travailler avec un producteur de lait qui est à côté de chez moi, c'est de recréer des filières. Oui, je rappelle que vous êtes au Piémont pyrénéen, vous êtes en Ariège, vous êtes déjà sur les pentes des Pyrénées. Hein. Alors, on est au pied des Pyrénées, tout à fait. Donc là, je m'associe depuis 1 an et demi avec un producteur de lait qui est en lait bio, avec une race de vache excellente, où toutes les vaches sont nourries à l'herbe. Donc forcément, alors, il n'y a pas de transport puisqu'on est à côté, on élimine l'emballage, puis on revalorise des territoires et on a un produit exceptionnel, aussi bien dans le goût que dans tout le côté organoleptique, au côté technologique du produit. Donc on a les protéines. Et il suffit de faire travailler ces produits-là et de ce fait, on élimine les stabilisants, on élimine les émulsifiants, on élimine tous ces produits-là, quoi. Alors là, je suis un petit peu abasourdi parce que on parle évidemment de la qualité du produit, de la matière première. Moi, je me tourne vers Emmanuel Rion, dont je disais qu'il est aussi un super technicien de la glace. D'abord, Emmanuel Rion, la question que j'aurais dû vous poser préliminaire, c'est une glace, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est une glace? Et qu'est-ce que c'est qu'une glace par rapport à une crème glacée, par rapport à un sorbet, par rapport à, je sais pas, un parfait, une bombe? Il y a plusieurs techniques pour avoir un produit glacé, non? Alors déjà, une glace ou un sorbet, il y a plusieurs appellations. Il y a sorbet fruits doux, fruits acides, plein fruits. Ensuite, on a crème glacée, glace aux œufs ou glace A. Ça, c'est des choses qui sont turbinées. C'est-à-dire qu'on va utiliser une machine pour créer la glace. C'est-à-dire que ça va refroidir, congeler en même temps que c'est brassé. Ça veut dire qu'on incorpore de l'air, des microbules pour la rendre souple. Sinon, c'est un glaçon, quoi. C'est un glaçon. Voilà. Après, on a ensuite, qui fait partie du métier glacé, c'est tout ce qui est parfait, soufflé glacé, mousse glacée, biscuit glacé. Ça, c'est des choses qu'on peut faire sans turbine. Oui, pourquoi? Parce qu'on va y incorporer de l'air d'une autre façon? Parce que c'est comme, on va dire, une mousse au chocolat. Comme si vous avez un parfait chocolat, on peut dire que c'est un peu une mousse au chocolat qu'on peut retrouver dans un gâteau. D'accord. Un gâteau au chocolat en pâtisserie, mais simplement, il est calculé différemment pour qu'il puisse être souple à la dégustation à -8. Alors là, j'essaye de m'adresser à ceux qui ne sont pas des techniciens, et c'est le plus grand nombre. Au fond, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que l'important, c'est d'incorporer de l'air pour donner de la souplesse, foisonner en quelque sorte. Foisonner, il faut de l'air. Si vous, au fait, en temps plus simple, une crème glacée ou une glace aux œufs, on va dire une glace aux œufs, c'est une crème anglaise. Vous faites une crème anglaise à la maison, vous la mettez au congélateur. Donc, si vous la mettez au congélateur, ça va être de la pierre. C'est comme un glaçon. Voilà, ça va être plus ou moins de la pierre. Plus vous allez incorporer d'air, plus vous allez amener quelque chose de plus onctueux, plus léger, plus spatulable aussi, c'est-à-dire qu'on peut le travailler. Et nous, en artisanat, une fois qu'on est déjà maximum à 30% d'incorporation avec les machines qu'on a, c'est déjà énorme. Mais sur une glace chocolat, par exemple, moi, je suis à même pas 8 ou 10%, quoi.
Ouais, compressions mais d'air. les industriels, ils n'hésitent pas à en mettre beaucoup plus de l'air. Ah, ils peuvent en mettre beaucoup plus. Hein, Bruno Beaucoup Haïm, plus. ça, on peut le dire quand même. Hein. La grande différence entre l'artisanat et l'industrie, en dehors de la qualité des matières premières, c'est aussi la façon de foisonner, non? Alors, en France, on a le droit à 100% de foisonnement, c'est-à-dire qu'avec un litre de glace peut peser jusqu'à 500 grammes. Le litre. D'accord, d'accord, Et d'accord. nous, C'est-à-dire, généralement, chez un artisan, c'est plutôt aux alentours de 800, entre 850 et 900 grammes le litre. d'accord. C'est-à-dire qu'au fond, vous allez foisonner 2 fois plus quand c'est une glace industrielle, hein, pour pas les citer. Donc en fait, on les connaît après tous. la texture change, c'est-à-dire qu'on est plus on est quasiment sur une mousse glacée. Mhm. Tellement qu'il y a de l'air, et on est moins sur quelque chose qui reste long en bouche, qui est onctueux, Ouais, pour moi, une bonne glace, vous la mettez en bouche, ça prend du volume. Et ça vous gèle pas le palais. Mhm. Et quand on goûte une glace industrielle, mais moi, j'ai rien contre les industriels, il faut pour Si tout le monde. si les Enfin, pour tout le matières monde, premières après, sont bonnes aussi. Oui, mais après, tout le monde peut. Personne. Enfin, je veux dire, tout le Tout le monde monde n'a pas les moyens n'a de pas se les payer moyens, des- voilà, des de glaces artisanales. s'acheter peut-être une D'accord. glace artisanale. Donc, ils y viendront un jour parce qu'ils vont dire tiens, j'adore la glace, finalement, je vais peut-être goûter autre chose. Mhm. Mais la grosse différence, c'est ce foisonnement, ça vous donne une mousse glacée plus qu'une glace. D'accord. Plus qu'une glace. Alors, les matières premières sont importantes. Aussi, hein, pour le goût, mais pas seulement. Donc, on l'a compris, aussi pour la texture, hein, La texture. la façon d'utiliser. Philippe Faure, vous avez fait un travail incroyable cette année qui vient de s'écouler. Vous avez travaillé avec Alix Bornon, que j'avais reçu ici, évidemment, dans l'émission pour parler de sa pâtisserie IGC, indice glycémique contrôlé. Autrement dit, vous avez créé une gamme pour elle de glaces désucrées pour les diabétiques. Enfin, les diabétiques et les autres, mais en tout cas ceux qui ne veulent pas consommer de sucre. Oui, tout à fait. Oui. Donc, on est parti. Donc, Alix m'a proposé ce dossier glace qui est forcément très intéressant. Et ce qui m'a permis de me pencher encore plus, parce que le sucre, ça reste quand même un des ingrédients primaires du glacier. Oui, pour le goût et pour la texture aussi, hein, parce que c'est un... Pour beaucoup de choses, le goût, la texture, la couleur, l'antigel. Le sucre, c'est un antigel. Eh Donc, ouais, si c'est ça. sucré, Ça évite les glaçons, les petites paillettes de glace dans la glace qu'on n'aime pas. donc le sucre, c'est aussi un support de goût. Donc, c'est un support de goût, mais après, quand on est trop sucré, ça vient absorber le goût. Eh ouais. Donc, c'est quand même un des éléments fondamentaux de la glace. C'est ce qui m'a permis de... Donc, la demande, c'était de faire des glaces avec un index glycémique bas. Ouais. Donc là, on est allé encore plus loin puisqu'on a fait très bas. On a des crèmes glacées, des sorbets qui ont un index glycémique aux alentours de 20, ce qui est très, très bas. Ah oui, c'est bas. Et ce qui est super intéressant. Donc là, forcément, mais j'ai travaillé avec des sucres qui ont des pouvoirs sucrants. Quand vous dites 20 pour vos glaces, un indice normal d'une glace ou d'un sorbet, c'est combien à peu près? Vous êtes parti de combien? On est à 70-80, quoi. C'est ça, ouais. Ouais. Et pourtant, en bouche, ça reste sucré, ça reste mangeable, c'est pas trop désucré sur le plan gustatif? Alors forcément, il y a beaucoup moins d'effet de sucre, mais on retrouve beaucoup plus le goût. Donc quand on a un sorbet, on a vraiment là l'effet du fruit sans avoir du tout de goût sucré. Donc alors moi j'adore ce type de produit. C'est que là on est un peu dans l'extrême, mais on est vraiment dans le fruit sans avoir de notion de sucre. On a toujours le sucre qui est présent, qui va nous aider sur le plan technologique à avoir quelque chose qui soit quand même souple, spatulable et consommable. Mais sans avoir ce pouvoir sucrant qu'a le saccharose, qui a un pouvoir sucrant quand même assez élevé. Ouais. Et moi, ce qui me permet d'avoir mis un pied dans cette famille de sucres. Et donc, de ce fait, je vais travailler à partir de cette année, je vais travailler même sur mes gammes conventionnelles pour avoir des produits qui soient moins sucrés. Alors déjà, moi, j'ai une tendance où je ne sucre pas trop, puisque moi, je fais des glaces qui sont plutôt pas très grasse et de ce fait pas très sucré, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que oui, il y a un équilibre entre gras et sucre, hein, bien sûr. Hein, le gras, grosso modo, ça vient un peu contracter la glace et le sucre, ça vient la décontracter. Donc forcément, il faut être entre les deux. Nous, on est plutôt décontractés ce matin, hein, ça va bien ici en parlant glace. Je vous remercie, Philippe Faure. Écoutez, je viendrai vous voir au cours de l'été, dans les routes de l'été, hein, l'émission du matin que j'animerai. Hein, lorsqu'on sera de passage du côté de l'Ariège, hein, je vous passerai un coup de fil qu'on reparle de tout ça. D'accord ? avec grand plaisir. Allez, merci à vous. On se quitte une minute et on se retrouve avec Bruno Haïm et Emmanuel.
Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bon, c'est un marché uniquement de glace ce matin et j'étais en train de déguster les nouveautés d'Emmanuel Rion parce que chez Une Glace à Paris, écoutez, ils ont créé un truc. C'est un peu le mochi français, c'est ça? Oui, l'idée c'était de créer un mochi à la française. Donc ça, c'est les Frenchies glacés par Une Glace à Paris. Et on est sur un produit. En fait, c'est un retour à l'enfance force 12. Ça va faire mal au Japon, ça. Quand ils vont découvrir qu'on fait meilleur que les mochis. Ouais, voilà. Alors moi, je viens de goûter une sorte de guimauve à la place de la crêpe de riz. C'est un peu l'idée c'est inspiré de la guimauve. Voilà. Ouais. Et dedans, il y a un sorbet à la mangue absolument extraordinaire, explosif. Explosif, voilà. Plein fruit. Plein fruit. Plus que plein fruit même. Parce que plein fruit, c'est 45% minimum, mais là, on est à 68%. Dites donc, Bruno Haïm, qui est avec nous en ligne, le président de la CNGF, la Confédération nationale des glaciers de France, est-ce que le mochi, ça vous a pris des parts de marché en France, ce petit dessert glacé japonais? Au début, les gens nous en parlaient beaucoup et puis ça a été quand même repris par l'industrie, ce qui fait que les gens ont un peu laissé tomber. Par contre, je suis persuadé qu'ils vont se jeter à Paris, chez Une Glace à Paris, pour aller manger les Frenchies. Voilà, à corps perdu dans le Frenchie. C'est bien. En plus, le nom est bien trouvé. J'aime vraiment bien. Alors, figurez-vous qu'on s'éloigne un petit peu de Paris. C'est normal parce qu'on aime bien faire le tour de France. Et moi, quand je pense glace, je pense à la Bretagne, je pense au Morbihan, je pense à Vannes, je pense à Alain Chartier. Bonjour Alain. Bonjour à tous. Comment ça va Alain, ce dimanche matin? Tout va bien? Très bien. Réveillé pour une journée ensoleillée de glace. Oh dis donc, j'espère bien. Oui, c'est sûr qu'on n'a pas été épargné ces derniers temps. Mais sur la Bretagne, il fait toujours beau, plusieurs fois par jour, comme le veut l'adage. Alors, cher Alain, plusieurs boutiques en Morbihan. La base, c'est Vannes, mais enfin, il y en a autour. Je pensais à Sarzeau aussi, que j'aime bien. Chouette boutique. Là, les Bretons, ils mangent de la glace? Ils aiment ça? Alors, en Bretagne, il y a des Bretons et des touristes. Et des vacanciers. Ne les oublions pas. On les accueille tous, et évidemment, alors, c'est pas parce qu'on est dans une région un peu plus fraîche que le sud qu'on se régale pas de glace, en fait. Mmh. On était à l'instant avec Philippe Faure, qui est un très bon technicien. Alors vous aussi, vous partagez avec Emmanuel Rion le fait d'être meilleur ouvrier de France glacier. Alors, est-ce que vous êtes toujours dans la recherche aussi, je le vois bien, vous avez sorti un livre il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, votre grand livre sur les glaces. Et on voit que vous êtes dans la recherche, dans la prospective, dans trouver des idées. Sur quoi vous travaillez en ce moment, Alain Chartier? Alors, les travaux aujourd'hui sont sur les cocktails un peu personnalisés de parfums, dans un esprit, alors on ne va pas jusqu'au détox, mais un équilibre sain et naturel des ingrédients et qui s'additionnent en bonus les uns les autres. Parce que la glace, en fait, c'est un domaine d'exploration absolument fantastique, sur base d'une technique qui est en fait de porter à, on va dire aux alentours de moins 20 degrés, soit du fruit, soit des crèmes, soit des préparations laitières. Après, ça donne lieu à toute création et notamment de la pâtisserie glacée. Voilà, donc la glace, c'est un peu comme le cuisinier qui va faire son retour de marché. On essaye de trouver les meilleurs des produits, le plus locavore possible, parce qu'on a une région où on a des produits laitiers et on a des fruits. Donc avec ce cocktail-là, on a pléthore de créations à faire. Et toujours dans un esprit de naturalité au maximum. Alors, j'ai posé une question à mes invités. Celui qui veut répond. Au fond, dans la glace, qu'est-ce qui est le plus important pour le résultat final? La matière première ou la technique du glacier? Emmanuel Rion, il a envie de répondre. Je dirais 50-50. Ah bon, parce d'accord. que si vous avez une bonne matière première, mais la technique n'est pas maîtrisée, vous passez à côté du goût. Parce que c'est une association, c'est une texture au fait. Moi, la pâtisserie ou la glace, ça a toujours été une texture. Je recherche une texture sans perdre le fil conducteur, c'est le goût. Mais la texture est hyper importante parce que si vous mangez, il n'y a qu'à voir, vous mangez une glace trop froide, vous perdez le goût. Vous mangez une glace qui a trop fondu, vous avez un goût qui est différent. Alors trop froide, c'est quoi? À combien on la conserve? À combien on la sert? On la conserve normalement autour des moins 20, moins 24 et on la sert à peu près, nous, nos glaces, on les sert au display dans les boutiques, on la sert à moins 11. Ah oui, j'allais dire entre moins 10, moins 15. Voilà. Donc là, on ne se trompe pas. En général, elle est faite en tout cas pour moins 10, c'est-à-dire pour être à bonne texture aux alentours de moins 10. Voilà, et en sortie de turbine, on est aux alentours de moins 7, moins 8.
Ouais, c'est ça, pour pouvoir la spatuler, comme vous disiez, et surtout remplir les bacs, voilà. Exact. Donc, ouais, la température de dégustation top, c'est entre -8 et -11. Donc, c'est pour ça qu'on conseille souvent, nous, qui sommes artisans, vu qu'on n'a pas un foisonnement de folie, donc la glace va être quand même un peu dure à -20. Donc il faut la sortir un petit peu au réfrigérateur, au moins 15 minutes avant de la déguster. Tout à l'heure, Alain Chartier, on disait qu'évidemment, il y a deux métiers dans la glace, être industriel ou être artisan. Vous êtes tous des artisans glaciers. La différence, c'est souvent la quantité d'air que l'on fait rentrer à l'intérieur de la glace, hein, parce que quand on parle d'un litre, ça veut rien dire. Moi, je regarde toujours le poids des glaces sous les boîtes qu'on peut acheter dans la grande distribution, parce qu'il y a aussi parfois des bons glaciers industriels. Hein. Mais est-ce qu'il y a une technique proprement française, Alain Chartier, vous qui êtes meilleur ouvrier de France? Est-ce qu'il y a une glace à la française? La glace à la française va être avec les ingrédients qu'on utilise, si on veut comparer un peu par rapport à nos voisins italiens, qui vont utiliser beaucoup plus des masses lait concentré sucré, ou des masses en fait qui vont être différentes des sucres et des produits laitiers en fait, que nous on utilise. Donc c'est souvent le delta de la glace italienne qui est souvent un peu plus sucrée et plus brillante que la nôtre, où on essaye, c'est toujours pareil, Emmanuel l'a dit tout à l'heure, c'est la grosse différence entre l'industrie et nous, c'est qu'on met des matières premières et on en met beaucoup qui ont du goût. Un sorbet fraise à 70% de fraises, ça sera toujours nettement au-dessus d'un sorbet fraise à 30% de fruits. Oui, évidemment. Il n'y a pas photo, en fait. Il y a de fruits, plus ça a de goût, enfin en tout cas le goût du fruit. Et par exemple, en crème glacée, moi j'aime bien tourner autour de 40-41% d'extrait sec. Vous voyez, on est des glaces qui sont charpentées, au fait, alors que vous pouvez descendre à 30%, 31%. Oui, parce que la matière sèche, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est important. C'est le corps de la glace, c'est la structure. Voilà. Donc une crème glacée ou un sorbet, c'est vraiment la très bonne balance entre des sucres, de la matière grasse dans les crèmes glacées, matière grasse butyrique, et l'eau, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même pratiquement 60% d'eau dans une glace ou un sorbet. Oui. Et on n'est qu'à 7 ou 8% de matière grasse, donc on peut se lâcher sur la glace quand même. Il ne faut pas hésiter. Allez-y, c'est diététique. C'est diététique. Bruno Haïm, président de la Confédération nationale. Au fond, est-ce qu'il y a une charte qui est mise en place par la Confédération? Je sais que vous surveillez de près et vous êtes promoteur à la fois du concours de meilleur ouvrier de France. Là, on en a deux beaux exemples avec Alain Chartier et Emmanuel Rion, mais aussi le mondial de la glace à Rimini, qui est, alors là, pour le coup, en Italie. Vous êtes en fait pour les concours, pour que les gens s'affrontent. Il faut tout à fait. Donc, cette Coupe du Monde à Rimini, elle a lieu tous les 2 ans. Oui. Donc, évidemment, cette année, elle a été repoussée à l'année prochaine. J'ai vu qu'il y a eu 2 éditions qui ont été remportées par la France il y a 4 et 6 ans, je crois. Hein. Voilà. À savoir que le pays qui gagne la Coupe du Monde ne veut pas se représenter 2 ans, la prochaine Coupe du Monde d'après. Alors, ça devait être 4 et 8, alors. Voilà. OK. Non, mais ça veut dire que la France, elle fait toujours bonne figure dans ce concours. Et je sais qu'à la Coupe du Monde de pâtisserie à Lyon, il y a toujours une épreuve de glacier. Et là aussi, il y a un vrai travail à la française. Hein. La Coupe du Monde, oui, il y a une épreuve de glacier. Bon, là, malheureusement, ils ont un petit peu réduit la partie de la glace. Et c'est bien dommage, parce que je pense qu'on est un métier qui est en plein essor et qui justement, s'est développé en France depuis 10 ans. Quoi. Donc, je pense qu'il ne faut pas laisser tomber la glace. C'est vraiment un métier d'avenir. Et bon, malheureusement, le réchauffement climatique nous donnera raison. Messieurs, je ne pouvais pas parler de glace et de l'artisanat glacier sans appeler quand même un Italien. C'est normal, il faut rendre à César ce qui lui appartient et quand même ils sont doués ces Italiens. Et moi c'est une success story dont je voudrais vous parler en la personne ce matin de Paolo Benassi. Bonjour Paolo. Bonjour à vous. Merci d'être avec vous. Vous aussi, vous faites partie de la Confédération nationale. J'ai vu votre nom dans le bureau directeur. Alors, vous êtes simplement le créateur, et ça va parler à tout le monde, de la marque Amorino. Amorino, tout le monde le connaît. Combien de points de vote en France? Plus de 50, je crois. Aujourd'hui, nous avons 65 points de vente en France, sur tout l'Hexagone. Oui. Autrement dit, partout. Dans la moitié dans la région parisienne, qui était le lieu où nous avons ouvert la première boutique en 2002. Effectivement, nous sommes bien
bien implanté. Alors, Paolo Benassi, j'ai pas réussi à faire dire à mes artisans glaciers français là qu'il y avait une méthode française. Alors, je vais vous demander à vous, est-ce qu'il y a une méthode italienne? Est-ce que la glace, elle est différente en Italie? Alors, tout à l'heure, Bruno Haïm nous disait, d'abord, il y a 50 fois plus de glaciers. Hein, c'est autant en proportion que de boulangers en France. Il y a des glaciers partout, mais est-ce qu'il y a une méthode italienne? Écoutez, plus qu'une méthode, parce que la glace italienne est assez similaire à la glace française, mais il y a plus un savoir-faire qui est différent. Donc effectivement, il y a l'histoire de la glace en Italie, le gelato est beaucoup plus développé, comme disait Bruno. Donc effectivement, on a un historique plus important. Il y a une culture de la glace artisanale aussi différente, parce qu'effectivement, tout le monde est habitué à consommer de la glace artisanale depuis quand on est petit. Donc effectivement, un peu comme les boulangeries ici en France. Et c'est vrai que ici en France, il y a plus les industriels qui ont pris les plus grosses parts du marché. Et est-ce qu'on peut expliquer ça aussi par le partiel manque de culture pâtissière? Je veux dire, les Français mangent beaucoup plus de gâteaux et ça laisse moins de place à la glace, alors qu'en Italie, la glace a un peu pris la place des gâteaux. Moi, je pense que c'est plus une question d'offre, qu'effectivement, aujourd'hui, l'offre en France est moindre qu'en Italie. Donc, forcément, l'offre crée la demande. Et en Italie, il y a beaucoup de glaciers et donc, il y a beaucoup de demandes. Et c'est quelque chose qui va se développer. Nous, on le voit aussi, parce qu'en ouvrant des boutiques, on récupère, on ouvre des nouveaux clients et les gens ils découvrent. Ils apprécient et voilà, qu'après, qu'ils soient italiennes ou françaises, peu importe, pour moi, c'est la qualité des produits, la générosité, la qualité des ingrédients, la matière première qui font la différence. Oui, et la texture aussi, on peut en parler, parce que la glace à l'italienne, c'est pas comme la glace italienne. Voilà. C'est pas tout à fait la même chose, non. Non, parce que les machines à glace qui vous font de la glace extrêmement souple, on pense à ces turbines où on vous sert directement depuis la machine à glace. Ça, c'est un peu l'image de la glace italienne en France. Oui, parce que les Italiens, dans le passé, ils étaient très forts à commercialiser ces machines de glace soft. Donc, ils ont inondé le marché. Avec ces machines qui produisent un produit qui n'a rien à voir avec la glace, qu'il soit française ou italienne. C'est une méthode très simple, faite avec des poudres, des ingrédients pas nobles, qui ont fait un fort succès, mais qui a un peu détruit l'image de la vraie glace artisanale. Alors qu'on peut rappeler que chez Amorino, chez vous, ce sont des glaces en bac. D'ailleurs, vous faites de très jolies roses avec ça. Ça va être votre marque, votre savoir-faire. Votre signature, c'est non pas de servir des boules, mais de faire des fleurs avec des spatules, à la spatule, simplement. Plus, ça nous permet effectivement de ne pas limiter le choix aux clients. C'est-à-dire que chez nous, les clients peuvent choisir autant de parfums qu'ils souhaitent pour la même quantité. Voilà. Avec la boule, vous êtes limité, une boule, un parfum, 2 boules, 2 parfums, et chez nous, un petit cornet pouvait mettre 15 parfums, si vous voulez. Voilà. C'est ce qui explique certainement aussi le succès de votre marque, qu'on aime beaucoup, parce qu'il y a des très bons produits, parce qu'on le disait tout à l'heure, la matière première, c'est quand même l'essentiel de la glace avant le savoir-faire du glacier, Emmanuel. On en a fini. Je vous laisse 30 secondes. Oui, c'est l'essentiel. De toute façon, l'avantage de la glace et des sorbets, c'est qu'on est vraiment au cœur du produit. Par rapport à une pâtisserie, un gâteau de pâtissier, on est vraiment sur le produit beaucoup plus. Moi, j'ai une grosse expérience en pâtisserie, mais je trouve que la dégustation d'une glace, il y a rien de mieux. On est direct dedans. On est dedans. On peut pas tricher. On peut pas tricher. Si vous avez un mauvais produit, une mauvaise vanille, vous avez un mauvais goût. Merci Emmanuel Rion. Merci Bruno Haïm, le président de la Confédération, d'avoir été avec nous également. Sorbet Saint-Mandé. Merci à vous. Merci Paolo Benassi de ce petite mise au point. En fait, on voit qu'il n'y a pas de guerre. La bonne glace, qu'elle soit en Italie ou en France, c'est la bonne glace. Et merci Alain Chartier dans le Morbihan, qu'on va laisser aller voir le bord de mer avant de s'attaquer, puisque c'est dimanche, c'est un jour où on mange des glaces. Alain, on se rappellera pendant l'été, ok? Voilà, merci à tous et bonne journée. Bonne journée. Allez, on se retrouve dans une minute, dernier quart d'heure d'émission, où on va visiter d'autres glaciers. Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, le marché de glace qui continue, c'est normal. On est au début de l'été, même si le temps n'est pas toujours
toujours très riant pour tout le monde. On peut y croire hein, au soleil qui arrive et on fait une tournée des glaciers. Moi, j'adore ça. J'adore la glace. C'est un produit qui me fait penser à l'enfance, qui me fait penser à la joie de découvrir un dessert qui est toujours disponible à la maison. C'est aussi ça le génie de la glace. Hein. Vous achetez un litre de glace, vous le mettez dans votre congélateur et quand les copains passent ou la famille, il y a toujours un dessert disponible. C'est pas comme les gâteaux qu'il faut aller chercher juste avant. Voilà. Alors, mes amis, ce matin, on continue notre tournée et j'ai passé un coup de fil à un Lillois qui a pris un peu ses quartiers à Paris. C'est David Vesmael. Bonjour David. Bonjour Vincent. David, meilleur ouvrier de France glacier, alors d'origine plutôt de Lille, hein, je disais, les Hauts-de-France. Vous avez travaillé pour la pâtisserie Mère, d'ailleurs, vous longtemps. C'est ça, j'étais 5 ans chef de la pâtisserie Mère. Bon, c'est il y a longtemps maintenant, mais oui, ouais. Effectivement, une belle institution lilloise. Ah bah oui, si on connaît, hein, avec ces fameuses gaufres fourrées, hein, quand même. Ça fait, oui, on s'en est régalé aussi. Et alors, tomber dans la glace, à quel moment en fait, David ? Alors très rapidement, en fait, j'ai un cursus vraiment de pâtisserie au départ, hein, pâtisserie de boutique, voilà. Et après, j'ai dévié durant mes études sur la glace et j'ai découvert en fait que cet univers de la glace avait énormément de potentiel et on avait beaucoup de choses à faire autour de ça. Et donc j'ai un peu beaucoup dévié sur cette partie. Voilà, j'ai ripé. Oh là là, attendez, bougez un petit peu parce que là je vous entends plus. Oui, aïe. Si, c'est revenu. Ah bon, excusez-moi. Et donc voilà, donc j'ai dévié un peu sur la glace et puis je suis resté toujours dans ces deux domaines de la pâtisserie et de la glacerie en associant justement ces compétences pour faire des choses assez originales autour de la glace. Oui, vous êtes aussi un chercheur, un fouineur, un fouilleur pour trouver des nouvelles solutions, des nouveaux desserts à partir de glace ou de sorbet d'ailleurs. D'ailleurs, c'est drôle parce que tout à l'heure, je regardais un petit peu l'organigramme de la Confédération générale des glaciers de France. Oui. Il y a j'ai envie de dire un de vos grands anciens, puisque il y a Dagneau qui est dans le Conseil des sages. Dagneau, c'était vraiment une marque très connue autour de Lille. Ah oui, vraiment, il y a une institution autour de la glace. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, mais bon, voilà, ça a évolué des choses. Preuve que c'est pas parce qu'on est dans le nord de la France qu'on mange moins de glace, hein, parce qu'on a toujours cette image, mais on le disait tout à l'heure en début d'émission, les plus gros consommateurs sont ceux de pays froids en Europe, hein, les Scandinaves notamment et les Baltes, et du coup, dans le nord de la France, on aime ça, hein, il y a vraiment une culture des Hauts-de-France autour de la glace. Hein. Il y a vraiment une culture et notamment aussi pour valoriser aussi des produits qui sont spécifiques aux Hauts-de-France et donc ça fait aussi partie des produits qui ont cette capacité de pouvoir valoriser des produits de saison et des produits laitiers parce qu'on le rappelle, les Hauts-de-France c'est une super région laitière, hein. On parle souvent de la Normandie, de la Bretagne et encore du Poitou pour le beurre, mais dans le Nord-Pas-de-Calais notamment et même plus bas, hein, même dans la Somme, on trouve vraiment de très belles exploitations laitières, hein, donc des produits de base et des fruits et des jolis fruits aussi. Alors, David, vous avez commencé par, on va dire, un petit peu débroussailler le secteur. Vous faites pas les glaces de tout le monde, et notamment vos glaces mono-parfum, j'ai envie de dire, elles sont vendues en forme de cylindre, hein, en quelque sorte. C'est ça. En fait, nous avons créé le tube glacé, qui est un nouveau mode de consommation de la glace, donc qui sort du cadre du bac qu'on connaît tous, et qui permet de trancher des palets directement au sortir du congélateur. C'est ça. Et ce qui permet de déguster la glace beaucoup plus facilement et de composer aussi ses propres desserts glacés à la maison facilement en associant des saveurs entre elles et en combinant et en faisant son propre dessert. Des palets, c'est-à-dire comme des grosses tranches de saucisson de glace, quoi. Hein, enfin, voilà, ça sort en cylindre et on se coupe une tranche, quoi. Hein, c'est ça. Ce qui est assez simple. Mais bon, je ne voudrais pas réduire votre travail à ça. Rapidement, je voulais que vous me disiez, vous avez des axes de recherche. Là, j'ai vu sortir cette saison des choses magnifiques comme les tablettes glacées, des différents gâteaux glacés. Enfin, vous êtes multiforme. C'est ça. En fait, l'objectif, c'est vraiment de créer de nouveaux modes de consommation de la glace. Et donc, de par toutes les créations qu'on a, donc les tablettes de chocolat glacé, les barres glacées, et également les entremets glacés aussi qu'on a créés, ou les bonbons chocolat glacé, des instants de consommation différents de la glace. Donc, pour pouvoir consommer, déguster des entremets glacés et des produits glacés à la maison et toute l'année. C'est l'objectif aussi. Voilà. Parce que c'est un peu ce dont se plaignait, enfin pas se plaignait, mais en tout cas constatait Bruno Haïm,
Maxime, le président de la Confédération nationale. Il disait malheureusement la glace, ça reste un produit de plein air en France et les Anglo-Saxons, eux, ont la bonne idée de la manger chez eux. Bah oui, tout à fait. Mais on voit un engouement aussi des consommateurs pour des entremets glacés ou toutes les créations glacées qu'on va pouvoir leur proposer. Maintenant, durant toute l'année, ça devient vraiment un produit phare et très demandé pour une consommation régulière. Alors, votre fraisier est une splendeur, une beauté, et j'attends avec impatience le Paris-Brest de la rentrée parce que moi, je suis un dingue de noisettes et donc je me dis que ça va être forcément fourré à la glace noisette. Hein oui, tout à fait. Oui, bien sûr. On voit vraiment les codes, on voit vraiment les codes des grands classiques de la pâtisserie. Et notamment, là, on sort la tarte aux 2 citrons givrés meringués. Donc aussi un grand classique de la pâtisserie revisité en une version glacée totalement inédite. Alors, il n'y a pas que des nouvelles glaces et des nouvelles formes de desserts glacés dans la tendance. Il y a aussi des nouveaux métiers de la glace, des nouveaux glaciers. Et c'est le cas de Marc Chinchol que j'ai avec moi au téléphone. Bonjour Marc. Oui, bonjour Vincent, comment vas-tu? Ah bah ça va pas mal, hein. Là, je suis un peu en manque de glace, mais en entendre parler, je crois que derrière l'émission, ça va aller direct. Marc, il est pas glacier d'origine, il est chocolatier. C'est même la plus petite chocolaterie Bean to Bar de France, hein, puisqu'il est à Paris, et qu'il a une chocolaterie qui fait 20 mètres carrés, hein, même pas, hein, je crois, hein, c'est même moins que ça. Et du coup, c'est devenu le plus petit glacier. Alors, sur cette base de chocolat, amoureux des glaces, forcément Marc, on n'a plus beaucoup de temps, mais je voulais que vous me racontiez parce que je crois que votre production, toute votre production, elle se fait dans une sorbetière de 2 litres. Exactement, je travaille à peu près 6 pots par 6 pots, donc dès que je fais une tournée, c'est 6 pots de glace. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle les happy few, là. Hein. Vraiment, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent goûter vos glaces, alors. Voilà, exactement. Il y a 5 personnes dans la queue, le 6e, il n'a plus rien. Mais vous, par exemple, vous êtes un dingue des origines, des grands crus d'origine pour vos chocolats, hein, pour vos fèves que vous travaillez. Est-ce que vous faites la même chose dans vos glaces au chocolat, par exemple? Exactement. Je fais des glaces du Mans, c'est-à-dire là, en ce moment, c'est une glace du Belize. Je vais refaire une recette spéciale, donc Philippines, puis après Tanzanie, puis après quasiment un peu toute ma gamme, tour par tour, quoi. Parce que comme j'ai une petite sorbetière, il y a une ville d'attente. Oui, parce que l'avantage, vous dites si je me trompe, hein, Marc, c'est que évidemment avec la glace, comme il n'y a pas beaucoup d'adjuvants, on est au plus près du goût du chocolat d'origine. Exactement. Voilà, j'avais déjà fait le test l'an dernier et j'avais fait que 2 origines et les 2 avaient rien à voir. Hein. On avait vraiment 2 glaces totalement différentes, mais du coup au chocolat. David Westmael, quand vous entendez ça, vous vous dites d'abord qu'il ne vous fera pas vraiment concurrence, hein, avec 2 litres par 2 litres, ce qui est bien. Mais en même temps, ça montre un peu la vivacité et l'envie que suscite la glace chez les professionnels de la pâtisserie ou de la chocolaterie. Oui, et c'est vraiment, effectivement, vous le disiez, la glace est vraiment un vecteur pour vraiment mettre en avant une matière première. Et on arrive à avoir les particularités aussi des matières premières, donc notamment du chocolat ou de la vanille, et de voir toutes les particularités dans chaque glace qu'on va pouvoir réaliser avec des grands crus, avec vraiment des ingrédients très spécifiques. Donc c'est ça qui est formidable avec la glace. Oui, d'ailleurs, on peut le dire, c'est également le cas pour la pâtisserie qui, dans son grand ensemble, les entremets sont congelés maintenant, hein, par les professionnels. C'est-à-dire que l'idée, c'est au sortir de la préparation, figer par la congélation ou la surgélation les desserts pour retrouver le goût sans oxydation, sans travail de l'appareil. La glace, on peut dire c'est la même chose, elle est figée au sortir de la turbine et on retrouve vraiment le goût des produits. C'est ça. Qui ne sont pas dégradés, quoi. Voilà, et après, il y a une question aussi de température de dégustation, hein, de la glace, mais c'est vraiment aussi tout le travail du glacier de combiner tout ça et de réaliser une glace qui est forte en goût et qui va être parfaite à la dégustation du consommateur. Messieurs, c'est une vraie torture, hein. Je viens de passer pratiquement 1 heure à avoir envie et malheureusement, je ne suis pas encore contenté, mais ça va, il est tôt. Avant le déjeuner, j'ai le temps d'aller chercher une glace. Alors, j'irai peut-être chez vous à la glacerie, David Westmael, ou à l'Instant Cacao, hein, chez Marc Chinchol. Et on se retrouve bientôt, j'espère, autour d'une belle glace, d'un beau cornet de glace. Voilà, merci à vous deux. Merci, mes amis. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je sors d'une émission comme celle-ci, j'y vais direct. Hein. Je vais plonger, pas dans le pot de glace, enfin pas entier. Hein. Maxime Sénat qui réalisait et moi-même. On vous donne rendez-vous dimanche prochain à 10h. Hein, dernière émission de la saison avant de partir sur les routes de l'été. Alors, je parle du nom de l'émission que j'aurai le bonheur d'animer tous les matins de 10h à 12h. Hein. Je ne parle pas vraiment sur les routes. Pour l'heure, on écoute les infos qui arrivent, puis l'émission Les Clés d'une vie, Jacques Pessy. Et puis à midi, C'est ça la France, l'émission de Nathalie Schreiner-Mack qui met en avant tous les artisans français.
pas que les glaciers. Allez, bonne semaine à tous en écoutant Sud Radio. Il est temps de plonger dans la glacière. Et je vous ai dit, pas tout entier, juste le nez, juste le bout des lèvres.